Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Que savent et que pensent les psychiatres français des psychédéliques en médecine? Quelles sont les différences entre les médicaments conventionnels et les médicaments psychédéliques? Nous en discutons avec le Dr Bruno Romeo, psychiatre à l'hôpital Paul Brousse dans Paris. Mais d'abord, ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un genre favorable. La mission de ce podcast est d'informer à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour, Dr Bruno Romeo, et merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui dans le podcast. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse, dans le centre avec professeur Amin Benyamina. Vous avez fait une méta-analyse au sujet de l'efficacité des psychédéliques en psychiatrie. Voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez poussé de faire cette analyse, de se lancer dans cette enquête et si vous pouvez nous dire quels sont les résultats? Bonjour, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer ici. Alors, du coup, oui, on avait fait cette méta-analyse il y a l'année dernière, hein, qu'on a publié, je pense, l'année dernière. On l'a fait parce que ça semble quand même des traitements qui sont très pertinents, qui ont actuellement dans la dépression et le traitement des symptômes dépressifs, on a quand même une limite importante au niveau de la pharmacopée, avec beaucoup de résistance, beaucoup de symptômes résiduels malgré la prise des traitements. Et donc, il semblait pertinent de voir un petit peu avec des nouveaux traitements qui utilisent des mécanismes d'action bien différents, si on pouvait améliorer les symptômes dépressifs. Et voilà. Et il commençait à y avoir quelques études qui avaient investigué justement, que ce soit la psilocybine, que ce soit la ayahuasca ou que ce soit le LSD. Et donc, on s'était dit que d'essayer de pouler les résultats des études qui ont des pas très gros effectifs pouvait avoir un sens et permettre de dégager des résultats un petit peu plus forts au niveau statistique. Et c'est exactement ce qu'on trouve. Alors, avec des limites, évidemment, on a inclus des études qui étudiaient les symptômes anxio-dépressifs chez des patients ayant des épisodes dépressifs caractérisés à proprement parler, versus aussi des patients qui ont des symptômes anxio-dépressifs dans les traitements de maladies en fin de vie. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes populations. Ça a des limites, les analyses que l'on a faites, mais ça semble montrer quand même des résultats assez prometteurs avec une amélioration des symptômes dès le premier jour après la prise de psychédéliques et avec une amélioration assez importante et qui perdure au cours du temps, notamment durant les 6 mois suivant la prise de psychédéliques. Donc, c'est quand même des résultats qui sont très prometteurs. Mhm. Du coup, tout court, résultat prometteur, mais les études que vous avez regardées, elles viennent? Est-ce que c'est des études qui ont été menées à l'étranger? Est-ce que c'est aux États-Unis? Bah, Euh, il y a les études qui sont menées à Londres, hein, par Carr Harris. Et ouais, alors, il y a pas les dernières, parce qu'à l'époque, quand on a fait les analyses, elles n'étaient pas encore sorties. d'accord. Mais notamment, il y a l'étude Princeps de Carr Harris de Londres. Il y a des études qui sont faites aux États-Unis par l'équipe de Griffith, notamment. Oui. Et il y a aussi l'étude sur la ayahuasca, qui est l'étude de Palano Fontes, qui a été faite il y a en 2019 de mémoire, qui a publié en 2019, qui avait étudié l'ayahuasca dans le traitement de la symptomatologie dépressive. Donc, D'accord. c'était tout ça les différentes équipes. D'accord. Et il y en a une aussi de Suisse, hein, une plus ancienne de Suisse sur le LSD. En Suisse, d'accord. Euh, et
Du coup, c'est surtout des centres de la recherche ou de la, la, l'amont on peut de renaissance de la recherche psychédélique aujourd'hui, du coup, à Londres, les États-Unis, New York, bon, Suisse, voilà. Et vous avez mentionné que la dépression, la disponibilité des traitements est assez limitée aujourd'hui dans le traitement plutôt classique de la dépression. Quels sont les traitements que peut-être vous, vos collègues prescrivent normalement? Alors, classiquement, c'est des antidépresseurs, hein, donc il n'y a pas des antidépresseurs qui jouent sur la sérotonine, plutôt des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et ou de la noradrénaline, hein, c'est ça le traitement classique de la dépression. Mais il faut avoir en tête, en gros, que on a, après une première ligne d'antidépresseurs classiques, on a 60% des patients qui vont encore présenter des symptômes et qu'au bout de 4 lignes d'antidépresseurs classiques, on a encore 33% des patients qui vont avoir des symptômes. Donc, Quand vous dites 4 lignes, ou première ligne, 4 lignes de traitement, c'est-à-dire 4 antidépresseurs différents menés à bonne dose menés pendant une durée suffisante à bonne dose. Et c'est quoi de durée suffisante? En général, on part sur 6 semaines. 6 semaines, d'accord. D'accord. Du coup, ça veut dire 24 semaines après, enfin, 4 lignes ou 4 différents antidépresseurs. Et les patients restent encore avec un certain pourcentage des patients restent encore avec les symptômes importants de la dépression. D'accord, Exactement. C'est ça qu'on classifie comme dépression résistante après, qui est une d'accord. sous-classe. Et du coup, ces substances que vous avez mentionnées, psychédéliques notamment, psilocybine, LSD, ayahuasca, comment ça marche? Est-ce que ça marche comme les antidépresseurs classiques, les médicaments classiques, ou c'est plutôt différents modèles Alors, oui, non, alors, a priori, ça marche pas exactement pas exactement comme les antidépresseurs classiques, parce que si ça marchait, c'était exactement la même chose, on aurait à peu près les mêmes résultats. Euh, les mécanismes d'action, ils sont pas encore complètement clairement bien identifiés. Pourquoi, par exemple, la psilocybine améliore aussi rapidement les symptômes? Il y a des hypothèses diagnostiques, des hypothèses pour expliquer leur efficacité. Une hypothèse importante, ça reste quand même l'agonisme sérotoninergique et notamment l'agonisme 5-HT2A, Mhm. euh, et qui est quand même une des hypothèses assez phares aujourd'hui. Quoique, il y a une étude qui vient de sortir, mais chez les animaux, qui montre que même si on antagonise les récepteurs 5-HT2A, on ne bloque pas l'action de la psilocybine. Bon, c'est une étude dans des modèles animaux. Genre, il faut faire attention, c'est pas transposé à l'homme encore. Mais bon, peut-être que ça pourrait sous-entendre qu'il y a d'autres mécanismes d'action qui ne sont pas forcément connus. Mais c'est surtout qu'on est en fait sur des paradigmes qui sont très différents entre les psychédéliques qui auraient plutôt tendance dont l'objectif est plutôt tendance à ouvrir la pensée, à permettre d'accéder justement à des émotions très intenses pendant cette période-là et de travailler en psychothérapie sur ces émotions très intenses derrière. Et les antidépresseurs qui auraient plutôt pour but, eux, de canaliser les émotions, justement, d'éviter qu'elles soient trop importantes pour diminuer l'impact sur le fonctionnement quotidien. Donc, je pense qu'on est vraiment sur des paradigmes qui sont différents, qui ont le même objectif, qui est l'amélioration du bien-être et l'amélioration des symptômes dépressifs, mais pas vraiment avec les mêmes actions. D'accord. Du coup, vous avez parlé de mécanismes d'action. Pourquoi c'est important dans la science, dans la médecine, de savoir ou comprendre le mécanisme d'action d'un médicament ou d'une substance? Je sais pas, il y a plusieurs éléments pourquoi c'est important. C'est d'une part pour savoir ce qu'on fait concrètement. Hein, quand on donne quelque chose, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on en attend. Donc, je pense que c'est aussi important. Qu'il y a aussi, ça nous donne aussi des hypothèses peut-être sur la physiopathologie de la maladie à proprement parler, c'est-à-dire que si on corrige certaines dérégulations via des régulateurs sérotoninergiques par exemple, hein, eh ben, on peut Oui. imaginer il y a quand même ces voies sont impliquées dans la physiopathologie de la maladie sous-jacente. Et voilà. Et je pense aussi, oui, c'est principalement pour avoir
une connaissance de ce que l'on fait et on n'est pas des apprentis sorciers et on fait des choses qui sont basées sur de la science. Et ça, je pense que c'est très important. Et pour les patients aussi, ça a un sens de savoir qu'on ne fait pas des expérimentations, c'est-à-dire on traite avec des molécules qui ont une base Oui. connue. On a en connaissance qu'est-ce que va se passer. Voilà. Vous avez souligné dans la différence entre les antidépresseurs, par exemple, qui sont des produits pharmaceutiques qui marchent dans un modèle classique, et aussi les psychédéliques qui vous avez souligné l'importance ou le parti de psychothérapie avec. Est-ce que euh, les psychédéliques peuvent être efficaces, si efficaces sans euh, la psychothérapie? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas étudié comme ça. Et je pense que tout l'accompagnement avec les psychédéliques, notamment lors de la prise, ce qu'on appelle le set and setting, lors de la prise de psychédéliques, semble essentiel à leur efficacité. Oui. Après, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait eu d'études qui ont donné juste de la psilocybine dans une chambre classique, tout seul, voilà, versus une étude. Je ne crois pas. Après, dans le modèle actuel, la psychothérapie, l'accompagnement thérapeutique a l'air d'avoir une importance très, très grande. Mhm, Mais voilà, on n'en est pas là. Si on fait le parallèle, par exemple, avec la kétamine, qui n'est mhm. pas un psychédélique sérotoninergique à proprement parler, mais peut être classé par certaines classifications parmi les psychédéliques, mais dont on ne parle pas trop aujourd'hui, la kétamine, elle, est utilisée comme traitement dans la dépression sans set and setting aujourd'hui. C'est-à-dire, on donne ça à des patients sans le même accompagnement que l'on fait dans les études de psychédélique et a l'air de marcher aussi. Alors peut-être ça marcherait encore mieux s'il y avait du set and setting, je ne dis pas que ça. Mais voilà, donc, mais pour les psychédéliques sérotoninergiques actuellement, on n'a pas de réponse. Je ne peux pas répondre à cette question. Mhm. Et quand vous dites set and setting, ça veut dire quoi pour vous? Il y a un ensemble de règles qui ont été faites, parmi lesquelles il y a l'information du patient avant la prise sur les effets qu'il va avoir. Il y Oui. a l'environnement dans lequel il va se trouver pendant la prise de psychédéliques. Donc souvent, c'est une chambre conçue spécifiquement pour, avec de la lumière tamisée, avec de la musique d'ambiance. Alors selon les études, c'est choisi par le patient ou choisi par l'équipe qui donne les psychédéliques. Il y a ce qu'on appelle des trip sitters, c'est-à-dire des gens qui sont là pour accompagner le patient au cas où s'il y a des moments d'anxiété plus importants pendant la prise. Donc, c'est tout cet environnement-là il y a le débrief qui est aussi hyper important après la prise de psychédélique le lendemain en général pour voir comment a été vécue cette expérience psychédélique qui semble aujourd'hui très, très importante. D'accord. Du coup, on parle ici de soutien psychologique à la fois et aussi soutien dans le moment de la prise qui est assez travaillé, cadré et importante pour les résultats qu'on voit dans les articles scientifiques. Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire plus sur votre travail d'aujourd'hui? Quels sont des défis? D'abord, vous travaillez dans le centre qui concerne l'addictologie, n'est-ce pas? Oui, dans le département, alors c'est un département qui a plusieurs unités, qui a une unité d'addictologie, une unité de psychiatrie, une unité de troubles du comportement alimentaire. D'accord. Mais moi, je suis sur l'unité de psychiatrie, mais avec des liens assez étroits avec l'addictologie. Hein. Mm. D'accord. Et quels sont les défis les plus importants que vous rencontrez dans votre quotidien? Pour la mise en place de ce type d'études en France, c'est ça vous... Bah oui, ouais, pourquoi pas? Oui. C'est ça? Oui. Oui, Là, je voulais savoir un peu plus sur vous, mais vous pouvez aussi nous dire de votre perspective, quels sont des défis quand il s'agit oui, peut-être de renouvellement de la recherche psychédélique en France. Tout à fait.
Je pense qu'aujourd'hui, en France, à ma connaissance, il n'y a pas encore de programme d'études qui sont en cours hein, sur ça. Donc, Oui. le principal défi aujourd'hui, ça va être de mettre en route cette recherche en France et notamment d'avoir les autorisations pour utiliser ces substances, qui sont quand même des substances qui sont classées stupéfiantes, qu'on n'a pas accès, on n'a pas le droit de le donner aux patients pour l'instant. Oui. Et donc, c'est toutes ces autorisations préalables au démarrage des études qui semblent le principal frein aujourd'hui pour la mise en place de ce type d'études en France. Autorisation par qui? Par les organismes référents, la NSM et enfin, les organismes référents dans la délivrance des médicaments. D'accord. Du coup, ça sera ANSM, Agence nationale de sécurité en médicaments, Ouais. qui donne les autorisations pour mener la recherche scientifique de quoi que ce soit. L'autorisation pour utiliser les psychédéliques, en tout cas. Après, la recherche passera par d'autres organismes avec des financements qui vont être obtenus, mais en premier, pour l'instant, on en sait. Et puis, il y a tout aussi le fait, le conditionnement du traitement, comment on va le faire importer en France. Pour l'instant, il n'y a pas tout le trajet du médicament, entre guillemets, n'est pas fait pour ce type de substance. D'accord. Nouvelle question. Vous m'avez parlé un peu avant sur le travail sur les facteurs prédictifs des effets thérapeutiques de thérapie assistée par psilocybine, par la psilocybine. Ça veut dire les facteurs qui peuvent vous dire en avant quel effet euh, la substance et la thérapie aura sur un patient. Est-ce que c'est ça? Oui, l'idée de ce travail sur les facteurs prédictifs, c'est de se dire que oui, les psychédéliques, ça a l'air d'avoir une efficacité assez importante dans pas mal de troubles, dans la dépression, dans les symptômes anxio-dépressifs chez les sujets en fin de vie, en alcoolologie, en alcoolologie, ou il y a aussi une étude dans le TOC. Bon, ça a l'air d'avoir. Mais cependant, tous les patients vont pas répondre aux psychédéliques, vont pas avoir une réponse clinique satisfaisante. Et donc, est-ce qu'on a moyen de les discriminer avant même de leur donner le traitement pour prédire ceux chez qui on peut choisir de mettre ce traitement versus un autre traitement et afin d'affiner, c'est toujours la même chose de la décision thérapeutique. Et donc, on avait fait cette revue de littérature pour voir est-ce qu'on pouvait ressortir en fait des facteurs prédictifs concrets de cela. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quelle que soit l'indication, dans quasiment la totalité des indications, il y a un facteur qui n'est pas vraiment un facteur prédictif parce que c'est pendant la prise, qui est l'intensité de l'expérience psychédélique qui ressort dans quasiment toutes les indications. Et ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que c'est un facteur commun transnosographique. Et donc, que potentiellement, par Transnosographique? transnosographique, c'est-à-dire tout diagnostic confondu. C'est-à-dire que ça D'accord. soit dans la dépression, dans les symptômes anxio-dépressifs, dans les sujets en fin de vie, ou par exemple dans la consommation d'alcool, et ben, ceux qui vont avoir une intensité de l'expérience psychédélique importante vont avoir plus de chances de répondre aux psychédéliques que ceux qui n'ont pas une intensité importante. D'accord. Sous-entendu, c'est comme si le fait la molécule avait un impact au niveau psychotrope important, et ben ça prédisait le fait qu'on va répondre plus après aux différents aux thérapeutiques. D'accord. Du coup, plus l'expérience sous l'emprise est intense, plus de chances que la pathologie soit affectée par l'expérience, n'est-ce pas? Soit amélioré. Donc, on a une Amélie. amélioration clinique. Ouais. D'accord. Et du coup, il me semble que vous faites beaucoup de travail pour préparer une étude en France. Est-ce que dans 5 ans, nous aurons une étude scientifique de, de telle J'espère. J'espère. Je nature? sais pas. Je peux pas vous répondre plus que ça. J'espère que dans les années à venir, le plus vite possible, on va réussir à voir tout ça et
à monter des projets, puisque c'est quand même, vu les résultats qu'il y a et le fait qu'autour de nous, bah, au final, tout le monde a les autorisations. C'est ça qui est aussi qui est un peu frustrant, hein, c'est que en Angleterre, bah, ils arrivent à faire des études et l'Angleterre n'est quand même pas si loin de la France que ça. Aux États-Unis, c'est un peu plus loin, mais bon, ils font quand même des études. Au Brésil, en Suisse, qui est aussi tout près. Donc, je veux dire, et en France, on a quand même cette difficulté à tout ce qu'il s'agit d'utiliser des substances potentiellement appelées drogues, comme on pourrait les classer comme dans la population générale, à visée thérapeutique. C'est un pas qui est difficile à faire en France. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Enfin, Oui. la littérature pousse dans ce sens en tout cas. Oui, je viens de parler hier avec Rick Doblin, le président de MAPS, qui mène la recherche scientifique peut-être le plus avancé, sûrement le plus avancé dans l'autorisation, à obtenir l'autorisation d'utilisation comme médicament par l'Agence de médicaments des États-Unis. Et, euh, et je lui posais cette question, quel est votre conseil pour la France? Et il a dit, bah, euh, le plus important que il doit avoir un vrai coming out psychédélique en France. Ça veut dire un vrai euh, en sensation que en nombre de gens qui vont commencer à en parler, qui vont devenir vocales par rapport le fait que ils ont eu voilà, des expériences importantes avec ces substances qui ont eu le caractère thérapeutique pour les différents voilà, pour les différents maux ou les troubles. Du coup, voilà, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast, surtout de faire de la science psychédélique ou de recherche psychédélique un enjeu de politique publique en France. Ça, surtout en couple avec la recherche scientifique et la perspective et le œil d'experts des gens comme vous, ça, ça donne espoir, je pense. Euh, Peut-être la dernière question, vous travaillez pour l'instant sur le questionnaire, la traduction de questionnaire sur l'expérience mystique. D'après ce que je comprends, ce questionnaire a été utilisé dans une des études plus connues sur psilocybine, The Good Friday Experiment. Vous pouvez nous dire plus sur ça et pourquoi ce questionnaire est important? Alors, ouais, c'est avec Baptiste Fauvel, hein, donc on fait ça. C'est surtout lui qui a mené cette recherche. On est en train d'essayer de le finaliser, tout ça. Oui, c'est un questionnaire donc, qui est pour quantifier, c'est quand je parlais tout à l'heure de l'intensité de l'expérience psychédélique, une manière de la quantifier, c'est de quantifier l'expérience mystique. Cette expérience mystique, elle se base sur plusieurs, et à plusieurs grands éléments, parmi lesquels le sentiment de fusion, c'est-à-dire d'avoir un sentiment d'être proche de tout ce qui nous entoure, le sentiment d'émotions positives profondément ressenties, le sentiment d'avoir des difficultés même à qualifier par des mots l'expérience que l'on a tellement elle est intense, et la transcendance dans le temps et dans l'espace. Je crois que j'en oublie pas, un peu de choses près, c'est ça. Et du coup, ce questionnaire-là, il permet en fait d'avoir cette approche-là, donc de quantifier l'intensité et en fait d'avoir ces validations, ce qu'on appelle ces validations de questionnaires en français. Bah, si on veut mener des recherches en France, il faut qu'on ait déjà ces validations pour pouvoir les utiliser les questionnaires validés pour avoir pour que la recherche que l'on fasse mesure pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on sache avec quoi on fait les recherches. Et je pense que c'est un enjeu préalable, presque
ou qu'on doit mener en parallèle de tout le reste. C'est-à-dire, il faut qu'on ait aussi le matériel à disposition pour pouvoir, le jour où on en a besoin, l'utiliser en recherche et dans les projets qui vont aboutir, j'espère. C'est énorme et très, très intéressant, en fait, la question comment quantifier le mystique, l'expérience mystique, ça paraît en mission impossible, mais en même temps, il me semble que ce questionnaire essaye de faire juste ça, de donner un outil aux scientifiques comme vous, de juste vérifier est-ce que ce patient a eu une expérience comme ça et, euh, ou pas, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il n'a pas plus de vocation que ça. Il ne faut pas rechercher de la signification derrière ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est véritablement en gros, une évaluation de l'intensité de l'effet des psychédéliques la personne qui les a consommés. Et je pense qu'il ne faut pas chercher. Il y a d'autres questionnaires. Il y a l'ASC, c'est l'altération, je sais plus. Bon, bah, c'est un autre questionnaire qui est aussi utilisé dans pas mal d'études. Et je pense qu'on sera amené à faire le même travail sur ce questionnaire un peu plus tard, peut-être, pour le valider aussi, pour qu'on ait tous les outils. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Est-ce que vous avez pour la dernière peut-être invitation, est-ce que vous avez un message pour les, les gens, pour les étudiants ou peut-être je sais pas comment dire ça, mais les gens qui se préparent de entrer dans le milieu de psychiatrie, des étudiants de médecine. Est-ce que vous avez un message ou quelque chose à eux dire par rapport, voilà, par rapport le futur dans ce champ? Bah, ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est qu'il il y a du boulot. C'est-à-dire la représentation aujourd'hui, même dans le milieu médical, malgré tout ça, n'est pas une représentation qui est extrêmement bonne au niveau des psychédéliques. C'est-à-dire que tout le monde a peur de ça. Mais comme tout le monde avait peur il y a quelques années en arrière du cannabis thérapeutique, maintenant qui est utilisé en fait dans pas mal de pathologies, et qui montre notamment des réductions d'inflammation assez importantes chez les patients qui ont des maladies intestinales chroniques, inflammatoires, etc. Je veux dire, en fait, on est un peu dans dans le même schéma, c'est-à-dire il y a ça, et au début, la communauté médicale était, oh là là, on va donner de la drogue aux patients, machin. Et en fait, je pense que au fur et à mesure, ça évolue, et c'est assez marrant parce qu'on est en train de faire avec d'autres personnes aussi, on est en train d'essayer de voir si on peut évaluer justement la représentation des psychédéliques dans la communauté médicale, et pour l'instant, c'est vrai que bah, il n'y a pas une forte adhésion. Il y a des gens qui pensent que ça pourrait être bien et que ça pourrait être bénéfique, mais je pense que tout ça passera en fait par de la formation, juste de donner le matériel pour pouvoir voir les effets bénéfiques qu'ils ont, et après, en fait, ça viendra de fait, et une fois qu'il y aura la base scientifique sous-jacente, bah, les gens n'auront plus de frein à utiliser ça comme thérapeutique, je pense. Parfait. Tout court, ça peut que évoluer. Il y a du boulot. Merci beaucoup, Bruno Romer. Merci beaucoup. Au revoir.